Monsieur l'ambassadeur Henri Etoundi Essomba, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Cameroun ici aux États-Unis. Merci d'être venu sur ce plateau de La Voix de l'Amérique. Merci surtout pour l'invitation qui m'a été adressée. J'apprécie chaque opportunité qui m'est offerte de venir converser avec votre institution qui marque le milieu audiovisuel depuis mon enfance. Donc j'apprécie beaucoup cette main tendue-là. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour avoir répondu à notre invitation. La première question est à propos de la crise anglophone au Cameroun qui continue à alimenter encore l'actualité. Où sont les efforts pratiquement du gouvernement au Cameroun en vue de ramener la paix dans les régions pratiquement anglophones? Je vous remercie de la question que vous me posez parce qu'elle permet, au-delà du privilège que l'on semble accorder à ceux qui ne marchent pas tout à fait, mais il y a des choses positives qui sont en cours. Je ne vais pas refaire l'historique de cette crise pour dire qu'il y a une structure qui a été mise en place pour répondre aux attentes des manifestants qui étaient à l'origine, c'était une manifestation un peu corporatiste, les avocats, les enseignants. Et puis, à la faveur des négociations, l'étendue du dialogue s'est élargie. Donc, on a apporté des réponses immédiates aux premières revendications de ces groupes corporatistes. La question plus large aujourd'hui a été pour le gouvernement, plutôt que de se cantonner à régler des questions sectorielles, il fallait prendre l'ensemble des questions qui concernent ces deux régions et créer un cadre qui permette donc d'en discuter et de mettre en place des solutions adaptées. Il y a dans ce contexte, pour faire bref, le dernier exemple en date, c'est le plan présidentielle de reconstruction de cette région. Peut-être avant d'y arriver, il faut dire que dans la démarche, il a été nécessaire pour le pays de se montrer un peu magnanime à l'égard de ceux de nos compatriotes qui sont allés dans la radicalisation. C'est ce qui amène les incidents que nous déplorons tous aujourd'hui. Et le président a créé un cadre demandant à tous ceux qui sont dans cette situation-là de rejoindre le pays et pour qu'on le construise ensemble. Cette structure, c'est une structure de... le nom c'est précis, c'est le programme des engagements et de réhabilitation de... Yes. Par rapport d'ailleurs à cela, parce que le président a initié déjà tout un cadre pour résoudre la crise, mais encore la situation dans l'extrême nord du Cameroun qui continue à subir les attaques des extrémistes de Boko Haram. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Bon, vous savez, ici c'est un vrai cas typique qui doit emmener à réfléchir. Vous savez que cette guerre, nous ne l'avons pas voulu. Nous ne l'avons ni voulu ni provoquée. Nous subissons d'une façon collatérale les
conséquences d'un conflit interne au Nigeria. Mais la proximité géographique de notre pays avec ce grand pays voisin a fait qu'il y a des débordements. Donc, je pense qu'il y a là aussi des choses concrètes qui ont été faites. Parce que la première des choses, c'est que le Cameroun a défendu son intégrité territoriale. Quel que soit ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre du territoire national qui soit sous le contrôle de ces forces-là. Il y a des incursions pour venir poser des actes de violence. Nous avons renforcé la sécurité dans ces régions. Malheureusement, même sur ce plan-là, au plan sécuritaire, il est difficile de placer des membres des forces de l'ordre à chaque centimètre. Nous n'avons pas simplement cantonné nos actions à la réflexion au plan national. Nous coopérons avec le Nigeria. Et vous savez que là-dessus, les résultats de cette coopération sont tangibles. Nous sommes arrivés à un arrangement avec le Nigeria, par exemple, poursuivre les assaillants quand ils posent des actions en territoire camerounais pour se réfugier. Nous avons le droit de poursuite et nous l'avons exercé. Et je pense qu'il y a là une synergie d'action non seulement au niveau national, mais au niveau de la sous-région. Vous avez même le Tchad qui fait partie de cette dynamique-là. Tout ça, c'est dans l'optique de résoudre la crise, absolument. Pratiquement. Mais quand, je ne sais pas moi, si vous pouvez faire l'état des lieux pratiquement de... Je ne vais pas parler seulement de la liberté d'expression, mais aussi même des questions des droits de l'homme au Cameroun actuellement. L'on a remarqué avec ce qu'on a appelé l'affaire Martinez-Zogo. Et même récemment, nous avons suivi un activiste, un jeune activiste au nom de Junior Ngombe, qui a été arrêté pratiquement après avoir publié une vidéo critiquant les autorités. Comment réagissez-vous par rapport à cela? Bon, je voudrais dire premièrement que nous avons souscrit à la Convention sur les droits de l'homme. Et nous faisons du mieux que nous pouvons pour ne pas nous en écarter. Mais il peut arriver que, au cours du fonctionnement de l'État, qu'il y ait des situations ponctuelles qui interviennent. Vous me donnez l'occasion de référer un peu au cas Martinez-Zogo. Exactement. Vous savez, beaucoup de littérature a été faite là-dessus. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il y a une vérité de la rue qui n'est pas nécessairement la vérité judiciaire. Et il est difficile pour un État, parce que ce qui s'est passé est non seulement atroce, le président a pris la mesure de la réaction en mobilisant toutes les institutions qui pouvaient permettre de faire la lumière là-dessus. Certains de vos collègues, peut-être pas d'ici, mais d'ailleurs, pensaient que tous les éléments d'appréciation étaient réunis pour que le verdict, la sentence soit prononcée. Et même, ils ont indiqué plus ou moins les responsables. Mais comme on dit, le temps de la justice n'est pas le temps d'émotions dans la rue. Il y a dans l'attitude du gouvernement la nécessité de concilier ces deux paramètres pour apporter le moment venu un éclairage qui permette aux uns aux autres de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'État s'est pris de cette manière-là. Et la sentence qui suivra
devrait normalement faire l'affaire de tout le monde. Yes. Donc, d'une manière générale, les droits de l'homme sont... L'État accorde une grande attention à ce problème. Il y a une structure locale qui est en charge de vérifier et de contrôler ce qui se fait sur ce plan-là. Et tous les ans, il publie un rapport. Je crois que le dernier rapport, l'année dernière, il est parce sorti. que nous avons vraiment suivi, bien que libéré déjà, mais le jeune activiste ici, vous pensez que lorsque il est arrêté pour des raisons de publication d'une vidéo critiquant les autorités, vous pensez que la liberté d'expression se porte bien au Cameroun actuellement? Je dis d'une manière générale, la liberté d'expression n'est pas sujette à question au Cameroun. Le principe existe et si vous regardez la question d'une manière globale, vous allez vous apercevoir que la liberté existe. Parce que qu'il s'agisse du chef de l'État que les gens critiquent, à longueur de journée, ou les membres du gouvernement, je ne parle pas de la modeste personne que je suis, mais il arrive, comme j'ai dit, il y a des situations ponctuelles qui, parce qu'elles elles interviennent de manière si soudaine, éveillent l'attention. Je pense que si vous observez la manière dont ce dossier a été géré, ce garçon, à la suite d'un certain nombre de manifestations locales, il a été libéré. Il a été finalement libéré, nous avons vu. Non seulement il a été libéré, on s'est aperçu qu'il avait même présenté un concours d'entrée dans le corps de la police. Et tout semblerait faire croire qu'il était reçu assez... Ok. C'est très bien, parce que vous avez parlé du président de la République, le président Paul Biya. Vous savez, maintenant, il tourne pratiquement 91 ans, si je peux dire ça comme ça. Alors, le président Biya est en train de se préparer pour briguer un autre mandat. Et ce mandat va couvrir pratiquement la période de 2025 à 2032. Votre réaction par rapport à cette option, vu son âge? Laissez-moi vous dire deux choses sur la question. La première, c'est que vous avez vous-même dit que le président se préparait à ce mandat-là, mais je ne suis pas certain de l'avoir entendu dire une chose de cette nature. Ça, c'est d'un. De deux, je ne pense pas que ma réaction personnelle soit importante à ce point qu'il faille l'exprimer, parce que le dernier mot revient aux Camerounais. C'est à eux que cette question doit être adressée. C'est les Camerounais qui apprécient cette situation-là. En tout cas, au niveau où je suis le représentant des institutions nationales. Je n'ai pas encore entendu le président dire quoi que ce soit à ce sujet. Ok, peut-être. Ok. Mais vous savez, quelque part, nous avons remarqué bien ce qui est tombé sur notre table, c'est que les Camerounais de la diaspora se plaignent. Vous êtes ambassadeur du Cameroun ici aux États-Unis, mais les Camerounais qui vivent ici se plaignent pratiquement des services que votre ambassade est en train d'offrir. Notamment, l'accueil n'est pas bon, même certains services administratifs dont ils peuvent avoir besoin d'accéder, c'est compliqué. Est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur, vous êtes au contrôle de cela? Comment réagissez-vous par rapport à cela? Merci de la perche que vous me tendez sur cette question. Je veux dire, il y a entre la perception qui est ainsi décrite par et la réalité, il
faut faire la part des choses. Par définition, l'ambassadeur, ma mission ici est celle d'essayer autant que possible de faciliter la vie aux compatriotes qui sont là. Et je pense que depuis mon arrivée ici, j'ai essayé non seulement de faire passer le message que l'ambassade du Cameroun est ouverte à nos compatriotes, ceux qui veulent, ceux qui en expriment le souhait, ils peuvent me rencontrer, ils savent comment s'y prendre. Ça, c'est sur le principe. Et quand je le dis, cette précaution ne s'arrête pas à mon niveau. Toutes les équipes qui m'entourent savent que c'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Maintenant, s'agissant de l'éventail des prestations que nous offrons à nos clients, ils ne sont pas seulement camerounais. Nous veillons à ce que le service rendu soit non seulement efficace, mais qu'il soit rendu dans des conditions de courtoisie. Mais vous savez, il y a ceci doit être présent en l'esprit quand on aborde ces questions-là. Quand vous êtes au contact avec les hommes, les hommes et les femmes, il y a une dimension qui n'est pas toujours facile à gérer, c'est les humeurs des gens. Les gens viennent, on peut comprendre pour des raisons diverses, ils ne sont pas toujours... nous travaillons dans le cadre d'une réglementation que nous devons respecter. Et parfois, Monsieur l'ambassadeur, grossièrement, ce que je veux dire ici, c'est que depuis pratiquement les 3-4 dernières années, un effort a été fait dans le sens de la digitalisation des services de l'ambassade. D'améliorer les services. Le passeport, comme le visa. Les problèmes auxquels nous avons été confrontés, ce n'étaient pas des problèmes dont la mission était responsable. C'est des problèmes techniques. Vous savez, quand vous passez, vous assurez, vous faites la transition entre le système manuel analogique que nous faisions, voilà, au numérique. Il y a... c'est un processus qui prend un peu de temps. Et c'est normal qu'il y ait à ce niveau-là que ça suscite la grogne quand les gens ne reçoivent pas. Mais je peux vous assurer, vous pouvez le vérifier au jour d'aujourd'hui, il y a une telle fluidité au niveau du passeport, même le visa, ces questions sont réduites vraiment à la marge. Très bien. Surtout avec Monsieur l'ambassadeur, vous savez, l'on doit parler de la corruption aujourd'hui au Cameroun. Oui. Vous avez vous-même suivi, l'on parle actuellement de la corruption avec l'affaire Glencore, que vous connaissez très bien. Et sous la pression pratiquement de l'opinion publique, nous avons vu le président Paul Biya qui a ordonné l'ouverture d'une enquête. Que pensez-vous de la situation de la corruption actuellement au Cameroun? Oui, ici aussi, permettez-moi d'observer que on parle de la situation de la corruption au Cameroun parce que le Cameroun veut qu'on en parle. Et le Cameroun n'est pas le seul exemple de pays où la corruption est décriée. Et quand je le dis, je n'essaye ni d'ignorer, ni de minimiser. Ce que je veux dire, c'est que la stratégie du chef de l'État sur ce dossier, c'est d'abord, vous pouvez, en refaisant un peu d'histoire, il arrive aux affaires avec 2 slogans, rigueur et moralisation. C'était par rapport à ce fléau précisément. De corruption. Oui.
Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, dans notre stratégie, nous pensons que au-delà de toutes les actions qui sont menées au niveau légal, pénal, réglementaire et politique, il y a le fait que la régularité, la fréquence dont on parle et qu'on dénonce ces questions-là font partie de la stratégie nationale, non seulement de sensibilisation, mais elles traduisent l'importance que le chef de l'État attache à cette question. Pour parler de Glencore, je veux dire, c'est un sujet que je ne connais pas beaucoup. Cette affaire se passe dans les milieux pétroliers. Ce que j'observe, c'est que, y compris la presse nationale, parfois, dans l'anticipation, tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Mais quand vous voyez la réaction du gouvernement depuis que cette affaire s'est déclenchée, non seulement le chef de l'État a pris les mesures, comme vous l'avez dit, mais les responsables en charge de ce domaine annoncent qu'ils sont partie civile dans la procédure qui est ouverte à Londres. Donc, je pense que, sans préjuger de ce que les uns et les autres ont joué comme rôle dans ce qui est dénoncé, là aussi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Il y a une situation qui oblige à une certaine réserve. Parce que quand on parle de ce problème, c'est que ça a causé du tort au plan national. Parce que quand vous parlez, monsieur l'ambassadeur, de la corruption au Cameroun, nous trouvons que la corruption entraîne aussi une dégradation de la société, je voulais dire de la situation sociale en général. Vous remarquez vous-même que les Camerounais ont besoin quand même d'améliorer aussi leurs conditions sociales, leur situation. Vous êtes quand même au courant, conscient de cela? Non, je ne pense pas, je ne suis pas quand même au courant, je suis au courant. Vous êtes au courant et vous êtes conscient de ce besoin-là. Et je pense que c'est une préoccupation gouvernementale. L'amélioration des conditions sociales. Le président a été suffisamment clair là-dessus, mais il reste une chose, c'est que ce que les gens ne perçoivent pas toujours. Vous avez vu un pays aujourd'hui avec 3 fronts de crise comme l'est le Cameroun. Vous avez la situation au nord-ouest et au sud-ouest, vous avez la situation à l'est du pays, la frontière avec la République centrafricaine, les réfugiés, les incursions de gangs, et vous avez la situation dans le nord. Vous savez, on ne budgétise pas ce genre de situation. Donc, on se retrouve en plein dedans. Et il faut, à ce moment-là, si nous voulons que le pays, si nous voulons être, nous voulons réagir de manière à ce que les compatriotes le comprennent, il y a des moyens qui sont divertis sur ce chapitre, qui n'étaient pas des moyens inscrits pour ce genre de choses. Et c'est la situation sociale qui en pâtit.
Monsieur l'ambassadeur, nous devons terminer, mais si vous pouvez dire un mot, parce qu'il y a quand même l'enrôlement qui se fait aujourd'hui par rapport aux prochaines élections, et notre entendement, c'est pratiquement à la fin du mois d'août que ces opérations d'enrôlement doivent s'arrêter. Un mot par rapport à cela et on va terminer par là. Oui, je suis content que vous me donniez cette opportunité pour, premièrement, confirmer que nous avons ouvert au sein de la mission un bureau pour procéder à l'inscription sur les listes électorales de tous ceux qui souhaitent participer à la prochaine consultation. Je pense que l'élection se profile pour 2025. Le calendrier électoral, lui, il est ouvert au Cameroun depuis janvier. Il se clôture, comme vous l'avez dit, au 31 du mois en cours. Nous avons, le gouvernement a pensé inclure la diaspora pour qu'elle soit partie prenante à cette consultation. Et c'est à ce titre que ces bureaux sont ouverts. Et nous continuons de sensibiliser les compatriotes qui veulent se joindre aux autres Camerounais pour participer à cette consultation, de venir se faire inscrire. Mais jusqu'à présent, nous ne sentons pas une adéquation entre l'impression qu'on a eue à un moment donné qu'il y avait cet engouement et les inscriptions. Et donc, vous nous donnez là l'occasion de véritablement lancer un appel à tous ceux qui hésiteraient encore de venir le faire, parce que c'est comme ça qu'on participe à la vie et à la construction de la nation. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis d'Amérique. Vous répondez au nom de Henri Etundi Essumba. Merci beaucoup pour le temps que vous avez eu pour échanger avec nous, La Voix de l'Amérique. C'est moi qui vous remercie pour cette formidable opportunité que vous me donnez de venir échanger sur des sujets que parfois, de loin, les gens pensent qu'ils sont inabordables. Nous sommes là pour essayer d'apporter l'éclairage nécessaire et faciliter ainsi la compréhension pour ce qui se passe chez nous. Merci beaucoup pour votre temps.